Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, un sujet à la fois très délicat et profondément humain. Que se passe-t-il quand un résident quitte sa maison de retraite sans prévenir? C'est une situation qui coince vraiment deux choses essentielles, le besoin de protéger les gens et le respect de leur liberté. Pour bien comprendre de quoi on parle, regardons ce chiffre. 15%. Ça, c'est la part des résidents qui ont des troubles cognitifs et qui, à un moment ou à un autre, vont essayer de sortir sans autorisation. Ce n'est donc pas du tout un truc rare, hein. C'est un vrai casse-tête de tous les jours pour les équipes sur place. Et ça nous pose une question qui est au cœur de tout. Comment on fait pour protéger nos aînés, les plus fragiles, sans pour autant leur enlever leur liberté fondamentale? C'est un vrai dilemme, à la fois éthique et très concret. Et vous vous en doutez, il n'y a pas de réponse facile, c'est ce qu'on va creuser ensemble. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le premier point, c'est de bien saisir l'ampleur du phénomène. Il ne s'agit pas de quelques cas isolés par-ci par-là. Non, c'est un vrai défi de plus en plus présent dans les établissements spécialisés. Juste pour qu'on se rende compte, rien qu'en France, on parle d'environ 3500 incidents de ce type chaque année. Pour 7500 établissements, ça veut dire que, grosso modo, un établissement sur deux y est confronté au moins une fois dans l'année. C'est énorme. Ok, les chiffres, c'est une chose. Mais derrière chaque chiffre, il y a une personne, une histoire. Alors la vraie question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui pousse un résident à vouloir partir à tout prix? C'est en comprenant ça, en comprenant le pourquoi, qu'on peut commencer à trouver des solutions. Et la raison principale, elle est assez parlante. Dans 85% des cas, ces départs sont liés à la maladie d'Alzheimer ou à des troubles du même genre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la personne n'est pas en train de fuguer, comme on l'entend. Souvent, elle cherche juste à rentrer chez elle, à retrouver un lieu, une époque, des personnes qui sont gravées dans sa mémoire. Il y a un moment qui est particulièrement critique, l'arrivée dans l'établissement. Tenez-vous bien, 60% de ces incidents se produisent dans les 3 premiers mois. C'est une période de bouleversement total, de perte de repères, et c'est là que le besoin de retrouver quelque chose de familier est le plus fort. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a souvent des signes avant-coureurs. Une personne qui devient plus agitée, qui demande sans cesse à rentrer, qui commence à explorer les portes de sortie, tout ça, ce sont des indices. Et c'est là que le personnel joue un rôle clé. Les équipes qui sont bien formées arrivent à repérer ces signaux dans 70% des cas avant que la personne ne sorte. Bon, on a vu le problème. Maintenant, quelles sont les solutions? Et là, la première réponse, la plus fondamentale, ce n'est pas un gadget high-tech. Non. La première ligne de défense, c'est l'humain. C'est l'écoute, l'accompagnement, le sur-mesure. D'ailleurs, les établissements qui s'en sortent le mieux ont souvent un protocole bien rodé, en 4 temps. D'abord, dès l'arrivée, dans les 48 heures, on évalue le risque pour chaque résident. Ensuite, on adapte l'environnement. Ça peut être des jardins sécurisés, des accès avec des codes. Le troisième point crucial, c'est de former le personnel à détecter les signes et à savoir comment réagir sans brusquer. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, on travaille main dans la main avec la famille. Et ce lien avec la famille, son impact est juste dingue. Regardez ce chiffre, moins 40%. C'est la baisse du nombre de tentatives de sortie dans les maisons de retraite qui impliquent vraiment les proches. Ça prouve une chose, le lien social, le lien affectif, c'est un bouclier incroyablement puissant. Alors, l'humain, d'abord, on est d'accord. Mais la technologie peut aussi donner un coup de main. Elle offre de nouveaux outils. Par contre, comme on va le voir, ces outils ne sont pas magiques et ils amènent avec eux leur propre lot de questions. En gros, il y a 2 grandes technologies qui sortent du lot. Le GPS et la RFID. Le GPS, tout le monde connaît, c'est super précis pour localiser quelqu'un à l'extérieur, une fois qu'il est sorti. La RFID, c'est un peu différent. Pensez-y comme une alarme de porte. Ça ne suit pas la personne partout, mais ça alerte le personnel si un résident passe un certain point, comme la porte d'entrée. Donc on a vraiment 2 logiques, 2 usages complètement différents. Mais voilà, mettre un traceur sur une personne, ce n'est pas anodin. Et les familles sont d'ailleurs assez partagées. Près de la moitié, 45% pour être exact, sont plutôt réticentes. Et on peut les comprendre. Les craintes, c'est le respect de la dignité, la vie privée, la peur que ça devienne une forme de surveillance permanente. Et tout ça, ça nous ramène finalement à la question du début. On se rend compte que le vrai cœur du sujet, c'est cet équilibre permanent à trouver entre des principes qui sont tous légitimes. C'est toute l'éthique du soin qui est en jeu ici. D'un point de vue légal, il y a un concept qui est absolument central pour comprendre la situation, c'est ce qu'on appelle l'obligation de moyens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en clair? Ça signifie que l'établissement doit pouvoir prouver qu'il a mis en place tout ce qui était raisonnablement possible pour éviter un accident. Attention, ce n'est pas une obligation de résultat. Pourquoi? Parce que le risque zéro, tout simplement, n'existe pas. Et cette tension, elle est inscrite noir sur blanc dans la loi. Le texte le dit très clairement.
Un résident, même s'il perd en autonomie, reste un citoyen qui a la liberté d'aller et venir. Et toute la difficulté, tout l'art du métier, c'est de faire cohabiter ce droit fondamental avec le devoir de sécurité de l'établissement. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Une question ouverte pour l'avenir. À mesure que la technologie va nous offrir des outils de suivi de plus en plus performants, de plus en plus précis, comment est-ce qu'on va définir ce que c'est qu'un soin humain, un soin bienveillant? C'est un vrai débat de société, un défi qui, au fond, nous concerne absolument tous.